Bienvenue donc à la 7e conférence Alimentation et Leadership. La conférence que je fais sur l'alimentation et leadership, c'est pour parler de l'impact de l'alimentation, mais pas que, pour notre corps, notre vie, notre leadership au sens pouvoir être leader de sa vie, de toutes les choses qu'on veut réaliser, quel que soit l'âge. Aujourd'hui, on va parler de sugar or not sugar. Telle est la question parce que, en fait, dans toutes mes recherches que je fais pour moi-même et aussi pour maintenant mon activité de conférence et d'accompagnement, beaucoup de choses se sont passées dernièrement sur la recherche concernant l'impact du sucre, mais on va dire du glucide. Et en fait, on est dans une situation un peu paradoxale parce qu'à la fois, on a besoin du sucre et en même temps, on est dans une situation où même si on pense bien manger, ce qui est mon cas, eh bien, il est possible que je sois sur des gros pics de glycémie et c'est ça qui m'a interpellée dans mes recherches récentes. Donc, je veux partager ça avec vous parce que je pense que c'est intéressant que chacun puisse prendre conscience de la manière dont il peut manger éventuellement les sucres dont il pense ne pas manger ou manger. Donc, je suis Caroline Valland, je suis fondatrice du mouvement Le Bonheur de Manger. Je suis créatrice de la méthode Food Booster pour vous permettre d'agir pour être en forme au quotidien. Et donc, conférencière en alimentation et leadership, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Vous connaissez pour la plupart mon histoire. J'ai donc, suite à une maladie, j'ai pris la décision de changer mon alimentation parce que sinon, j'allais pas retrouver la santé durablement. Ça m'a plutôt bien réussi. Aujourd'hui, je suis dans ma 55e année. Donc, j'avais fait une conférence TEDx en 2017 en disant j'ai sauvé ma vie grâce à mon assiette et c'est vraiment réel. C'était simplement pour dire, et c'est ça mon sujet de prédiction, il y a véritablement un sujet de l'impact de l'alimentation sur notre corps, notre santé et notre cerveau. Mon activité professionnelle fait que j'ai aussi réalisé qu'en faisant ce changement, il fallait que je change radicalement mon organisation de femme active. Et pour autant, je n'avais pas envie de réduire mon activité, j'avais envie de garder le plaisir de manger. Donc, toute ma préoccupation a été dans ce que je vous propose de comprendre ce qui est important en notions clés, mais surtout derrière, comment on peut faire dans le quotidien, de façon concrète, simplement, se mettre en action pour être en équilibre entre notre énergie que l'on va demander à notre corps et la manière dont on agit au quotidien, notamment avec notre alimentation. Et évidemment, tout ça, ça m'a permis de réaliser à nouveau un sport qui m'est très cher depuis toute petite, c'est-à-dire mon sport de passion, l'équitation, le dressage, qui me demande une concentration physique et mentale très importante, d'autant plus qu'on travaille avec un autre être vivant qui, au plus, est massif, puisqu'il pèse à peu près en moyenne une demi-tonne. Donc, du coup, pour démarrer, ce que je vais vous proposer, vous pouvez répondre par micro ou par chat. Je vais vous demander, à votre avis, combien avons-nous besoin de sucre dans le sang par jour pour fonctionner? Alors, ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, Le Bonheur de Manger, comme je l'ai évoqué si vous avez suivi, je vais vous demander de répondre en dernier. Mais à votre avis, pour fonctionner, parce que le sucre, on en a besoin tous les jours pour vraiment agir. C'est l'élément, c'est vraiment le carburant immédiat qui nous permet d'agir. Donc, on a besoin de sucre dans le sang tous les jours. À votre avis, combien on en a besoin? Allez-y, répondez pour voir un petit peu quelle est la tendance. 5 grammes. OK. D'autres réponses? Pas du tout. 50 grammes. 50 grammes. Qui dit mieux? Ça m'arrangerait. Nathalie, tu as levé la main, vas-y. Moi, je dirais pas du tout. 0, pas besoin. 0. OK, d'accord. D'autres réponses? 15 grammes. 15 grammes. Qui dit mieux? Moi, je dirais que ça dépend de ton activité physique. Tu dis quoi, Pascal? Que ça dépend de mon activité physique. Un carré de sucre, ça dépend de mon activité physique. Ok, merci. Comme ça, je ne me mouille pas trop. Ok. Bon, est-ce que vous voulez connaître la réponse? Ok. Bah oui. Eh bien, la voilà. La voilà, c'est qu'on n'a pas besoin de plus qu'une cuillère à café dans le sang par jour. Cuillère qui pèse 50 grammes, donc. Alors, on va retirer un 0 parce que comme l'a dit Fanny, en fait, l'équivalent d'une cuillère à café, c'est 5 grammes, effectivement, et un carré de sucre, c'est déjà 8 grammes.
exactement 7,94. OK? Donc, ce que je vais vous dire, et pour répondre aussi à Pascal qui dit « je ne me mouille pas », mais quand même, c'est très intéressant ta manière de répondre. En fait, le sucre n'est pas forcément lié à l'activité physique. C'est-à-dire que le corps est constitué de telle sorte. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre corps, et en particulier tout notre système digestif, est à l'identique de la période paléolithique. Excusez-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre mode de fonctionnement intérieur, il n'est pas d'aujourd'hui, il est d'hier. Et donc, il a été construit et il fonctionne en fonction de la manière dont l'homme avait moyen de se nourrir et d'agir dans son environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps, c'est une machine de guerre qui est extrêmement bien organisée pour, un, récupérer du sucre de ce qu'on mange, deux, savoir le faire distribuer, que ça puisse fonctionner dans notre corps de façon interactive. 3, il est même capable, si jamais on n'arrive pas à ingérer du sucre, le fameux 0 g qui a été dit, de savoir en fabriquer si jamais on en avait besoin. Il sait l'épuiser dans les muscles en particulier. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le corps a besoin d'un certain niveau de sucre pour faire fonctionner au quotidien par rapport à hier, il y a très longtemps. Et par contre, le corps est organisé pour que, si jamais on n'arrive pas à se nourrir, il sait stocker le sucre dont on aurait besoin. Donc, en fonction de l'activité physique, si à un moment donné, on ne mange pas de sucre, c'est-à-dire 0 g, le corps sait s'organiser pour avoir le sucre nécessaire. Et l'activité physique ne produit pas d'effet sur la quantité de sucre dont on a besoin. Donc, quelle que soit l'activité que nous avons besoin de façon constante de 5 grammes de sucre qui circule dans le sang tous les jours. OK? Donc, retenez une chose, c'est que nous ne sommes pas différents de nos ancêtres dans notre fonctionnement. C'est plutôt notre vie moderne qui a fait qu'on a changé notre manière de consommer le sucre, et même inconsciemment. Et c'est ça mon sujet. Ça va? Des questions, des remarques? Toujours là, Yannick, non? Oui, je suis toujours là, mais et quand même, toi qui as 55 ans comme moi, on constate quand même que l'incidence du sucre n'est pas la même en fonction des individus. Il y a des gens qui mangent une plaque de chocolat et ils grossiront pas. Il y en a, ils vont prendre un carré de chocolat et puis ils vont prendre 1 kilo. Ouais, et c'est tout le sujet. Ouais, et ben merci pour ta remarque. C'est tout le sujet d'aujourd'hui. On n'est pas vraiment égaux là-dessus. Oui, mais en fait, tu ne tiens compte d'un seul paramètre qui est, entre guillemets, la manière dont le corps peut gonfler ou pas en fonction de la prise du sucre. Alors qu'en fait, même quelqu'un qui est svelte, moi aujourd'hui, oui, repris ma sveltesse, malgré le fait que je mange sainement, tu as du cholestérol. Je vis des pics de glycémie. Et c'est tout le sujet d'aujourd'hui, c'est que ce n'est pas qu'une question d'embonpoint, même si c'est un signal fort du corps qui a une surcharge. Et ça peut être lié à plusieurs choses, entre parenthèses, pas forcément que le sucre. Mais en fait, aujourd'hui, nous pouvons tous être concernés par le fait de manger trop de glucides dès le plus jeune âge, même en étant mince. Et donc, on crée des systèmes d'usure que je vais évoquer. Donc, merci pour ta réaction, Yannick, c'est très précieux. Voilà. Je continue, ça vous va? Ok, merci. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette quantité de sucre dont on a besoin, c'est majoritairement pour ces 4 éléments de notre corps. Bien sûr qu'il y en a d'autres, mais ça, c'est les majeurs. Le cerveau. Le cerveau, il faut comprendre que le cerveau, on l'a vu dans ma conférence « Booster votre concentration », il se nourrit majoritairement de gras. C'est pour ça que l'oméga 3 est très important. Mais il a besoin aussi de se nourrir de glucides. Donc, sur les 5 grammes, notre fameuse cuillère à café, il récupère tous les jours 20% du sucre. Donc, notre cerveau, s'il n'est pas nourri de sucre, ça va être compliqué. D'accord? Ensuite, l'autre organe important qui a besoin de sucre, c'est les muscles.
Donc, comme le disait Pascal, on a besoin de glucides, mais contrairement à tout ce qu'on a dit, où il faut absolument manger beaucoup de glucides pour faire du sport, c'est faux. C'est un autre équilibrage qu'il faut avoir. Ensuite, le petit logo que vous avez sous le cerveau, c'est le cellule. Les cellules ont des fonctions très importantes et elles vont en fait se nourrir de glucides. Il y a une certaine complexité, je ne vais pas rentrer dedans. Et le foie. Le foie est un élément qui va utiliser le sucre puisque c'est lui qui distribue le sucre dans le système sanguin. D'accord? Donc, retenez bien une chose. On a besoin de sucre pour notre cerveau, pour nos muscles, pour nos cellules et pour évidemment faire fonctionner notre foie, qui est l'élément majeur du système digestif qui gère la partie sucre. Alors, tout ce que je vous partage, c'est un condensé de choses qui m'ont inspiré depuis longtemps. Donc, je vous ai mis quelques références qui, pour moi, ont fait vraiment écho depuis un certain temps. Sugarland, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un film qui a eu lieu en 2014, qui a été fait par un acteur, qui en fait a fait un film documentaire sur son expérience pendant 120 jours, où en fait il s'est nourri de façon excessive du sucre. Il a été suivi par des scientifiques et des médecins, et au fur et à mesure, ils ont suivi par des examens la manière dont son corps était en train de se dégrader. Vous pouvez retrouver le bouquin, c'est très intéressant. C'est une expérience qu'il a partagée. Vous avez aussi la journaliste Danielle Germans qui avait écrit le bouquin en 2015, Zéro sucre. Pendant 1 an, elle a arrêté les sucres pour comprendre. Donc, ce bouquin aussi est intéressant pour bien saisir les différences de sucre, la manière dont ça peut agir et comment ça se produit dans son histoire à elle. Il y a un médecin qui est très, très important qui s'appelle Dr Lustig, qui a écrit le bouquin Sucre, l'amère vérité. C'est là où lui, il a commencé à mettre en avant des réalités liées à des études scientifiques qui font qu'on a commencé à parler du sucre comme étant un poison. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte dans les laboratoires par hasard, avec les souris, que en fait, le sucre rendait les souris en addiction. Et c'est pour ça qu'on parle de poison, parce qu'en fait, son effet neurologique, le sucre est un des rares aliments qui ne produit pas l'émotion de satiété. Donc, quand j'ai fait la conférence « Je mange pour mes émotions » en décembre, on a abordé la notion de faim, de fringale, et ça, etc. Et effectivement, il y a un système neurologique qui se fait dans notre cerveau par rapport à ce qu'on mange. Et le sucre est un aliment qui ne produit pas la réaction de satiété. Ensuite, vous avez quelqu'un plus récemment, 2024, Réginald Alouche, qui est un chercheur médecin spécialisé du diabète, qui a écrit plusieurs bouquins, dont le dernier, celui-ci, et qui permet vraiment à tout le monde de comprendre l'impact de ce qu'on mange, y compris des gens qui pensent manger bien comme moi. Et un autre bouquin qui est très, très important, qui est sorti cette année, Résistance à l'insuline, du docteur Bickman, qui est un Américain. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler du bouquin Glucose Révolution. Cette personne s'inspire de toutes ces études qui maintenant ont à peu près 10-15 ans et qui réunit en fait un constat global qui est en fait de dire nous absorbons trop de glucides sans forcément même en avoir conscience et qu'en fait il y a une manière de manger dans un certain ordre et il y a aussi des choses qu'il faut savoir concernant la charge glycémique et même elle invite, et c'est repris par Réginald Alouche, de pourquoi pas s'auto-tester de temps en temps pour suivre son pic de glycémie. D'accord? Donc, c'est pas un petit sujet parce que il explique beaucoup de pathologies aujourd'hui qui commencent à devenir très embêtantes et qui sont numériquement importantes. Je continue. Au menu, tout le monde peut vivre l'effet montagne russe. On va le voir, ça fait écho à ce que je viens de vous dire. Glucides, de quoi parle-t-on? La paradoxe moderne de notre alimentation. Vous allez être peut-être surpris de quelque chose que je vais vous donner, que je vais vous dire. Et ensuite, je vais vous expliquer comment on peut agir. Alors, c'est ce que je vous disais par rapport à toutes ces lectures. Aujourd'hui, on est en train de construire mondialement la plus grande épidémie intergénérationnelle. Aujourd'hui, on commence à constater qu'on a même des enfants à 4 ans qui ont du diabète 2, sans forcément avoir des parents qui ont des problèmes de surpoids ou du diabète. Donc, on a un vrai sujet de fond qui est en train de s'installer, malheureusement, qui fait que là, aujourd'hui, c'est des millions de personnes qui sont concernées mondialement et ça ne fait que grandir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre monde moderne fait que notre alimentation moderne pose vraiment souci. On a 2 facteurs qui jouent, la dégradation de notre alimentation et la sédentarité. Donc, effectivement, comme disait Pascal,
Si on a trop de glucides, on va pouvoir l'éliminer avec l'activité physique. D'accord? Parce que c'est une question de calories, de transfert de calories. OK? Ce qu'il faut retenir, il faut vraiment que vous compreniez aujourd'hui que voilà le constat scientifique à jour de ce qu'on observe. Nous observons des maladies chroniques, métaboliques, qu'on appelle le diabète, l'obésité. Mais on observe aussi le fait qu'il y a des pathologies neurologiques et qu'il y a des pathologies aussi cardiovasculaires. Et même les cancers, aujourd'hui, peuvent s'expliquer avec ce problème lié à une surcharge glucidique. Aujourd'hui, voilà un peu les différentes étapes que l'on peut tous vivre, tous, et dès le plus jeune âge. 1, des pics de glycémie dans la journée. Clac, 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 clac. 2, une résistance à l'insuline qui est une incidence. La résistance à l'insuline est simplement le fait que l'insuline est une hormone très importante qui nous permet d'ouvrir la porte pour faire rentrer le glucose dans les cellules. Si ça dysfonctionne, ça commence à être le bordel. Ils sont en orange, pourquoi? Parce que si on les observe, si on les repère, si on les identifie, on peut agir dessus en changeant notre façon de manger. Par contre, ce qu'on ne voit pas forcément, et là ça devient vraiment la merde, excusez-moi l'expression, c'est que de plus en plus de gens sont en prédiabète, et pour Yannick, ça peut être des gens qui sont minces. Et le prédiabète est silencieux. Donc, aujourd'hui, on constate qu'il y a énormément de gens qui seront concernés par le prédiabète et ils ne le savent pas forcément. Et là, ça devient compliqué parce qu'après, effectivement, il y a le diabète type 2 qu'on entend parler, le type 1, type 2, pardon. Et par contre, je ne sais pas si vous savez ce qu'est le diabète type 3. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alzheimer. Ils l'appellent comme ça. Aujourd'hui, nous savons de façon avérée, c'est pour ça que je vous ai mis les références, qu'aujourd'hui, les maladies neurologiques, notamment Alzheimer, est liée à un problème de surcharge glucide. Et ce ne sont pas forcément des gens qui ont un problème de surpoids. D'accord? Ok, donc je ne voulais pas vous plomber l'ambiance, mais je pense que c'était important quand même de le savoir. Donc, nous avons une forte responsabilité à comprendre ce que nous mangeons. C'est ça que je vais vous inviter à découvrir. Ok? Alors, je continue, ça va? Vous n'êtes pas démoralisé? Moi, j'ai un peu faim, mais bon, je patiente. Ok, merci Yannick. Ok. Alors, j'ai parlé de pic glycémique et de résistance à l'insuline. C'est juste les petits schémas que je vous donne. Ça, c'est ce qu'on appelle les effets indésirables de ce que nous mangeons quand c'est trop chargé en glucides. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? On mange notre repas, notre assiette. On pense même que, globalement, telle qu'elle est composée, elle n'a pas de souci de génération de pic de glycémie. Et il est peut-être possible que dans les 2 heures qui suivent, d'accord? Et entre parenthèses, quand on fait un pic de glycémie, ça régénère derrière une envie de manger, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? La résistance à l'insuline, c'est le fait qu'en fait, ça bloque un système normal de circulation du sang. C'est ça que vous devez retenir. Et là, ça devient compliqué. L'insuline, vous devez retenir que c'est vraiment une hormone extrêmement importante, qui a un rôle majeur dans le fait de rentrer le glucose dans les cellules, mais c'est aussi une hormone dont on sait aujourd'hui qu'elle a beaucoup de rôles dans notre fonctionnement global. Donc, si elle dysfonctionne, ça fout le bordel dans notre corps, et pas que par rapport à l'indice glycémique. Alors, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, il y a un paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup à dire « Non, mais moi, je ne mange pas de sucre. Moi, je ne rajoute pas de sucre dans mon café, je ne rajoute pas de sucre dans mon yaourt. Non, non, mais moi, je ne mange pas de chocolat. Non, non, je ne mange pas entre les repas. Non, je ne mange pas de pâtisserie. » Mais même les gens qui sont comme ça, c'est-à-dire moi, certainement certains d'entre vous, eh bien, en fait, même nous sommes concernés certainement par des pics de glycémie. Vous allez voir, c'est lié à l'association de ce qu'on mange. Alors pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons, dans la réalité de notre alimentation, paradoxe moderne, on a en fait un vrai sujet concernant la qualité des glucides. Alors les sucres, je n'ai pas voulu m'attarder aujourd'hui, mais les sucres, vous savez, on a différentes typologies de sucre. On parle majoritairement du glucose et du fructose, mais c'est un peu plus complexe que ça.
Mais globalement, le corps, il a besoin du glucose, d'accord, qui peut venir par différents types de sucres végétaux et voilà. Et en fait, le fructose est un sucre très particulier qui est issu des fruits. Retenez bien ça. Il ne se digère pas du tout de la même manière avec le foie. OK ? Concernant la qualité des glucides, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, chaque aliment a un index glycémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, dans le choix de vos aliments, naturellement, ils vont avoir un indice glycémique qui fait qu'il est plus ou moins élevé. Donc, dans votre assiette, les différents aliments que vous allez mettre vont avoir un indice glycémique différent. Donc, ils peuvent être bas, modérés ou élevés. D'accord? Aujourd'hui, il existe une liste. C'est celle que je communique dans mes accompagnements. C'est une liste qui vous permet de repérer chaque aliment et vous pouvez savoir par aliment quel est l'indice glycémique. Ça, c'est le premier élément. L'indice glycémique, c'est quoi? C'est l'augmentation et la vitesse à laquelle va aller le sucre dans votre sang. Donc, tout à l'heure, on parlait du poids. Donc, on parlait en fait de l'indice glycémique. Ça va être en gros la quantité de sucre que contient l'aliment. Et après, il y a un autre facteur avec l'index glycémique, c'est la vitesse à laquelle il va aller dans le sang. D'accord? Ces deux éléments sont très importants. Entre parenthèses, aujourd'hui, on ne parle plus de sucre lent ou rapide. C'est une non-notion. Oubliez-la. Elle a été utilisée pendant un certain temps, mais elle n'a plus de vérité. Ça n'a plus de sens par rapport à ce qu'on a découvert aujourd'hui. Okay? Donc, retenez, l'aliment a un indice glycémique. 1. 2, donc juste pour info, excusez-moi, très basiquement, tout ce qui est viande, œufs et poissons, il n'y a pas vraiment de glucides. Les huiles végétales non plus, le fromage non plus, et les boissons. Mais attention, on va relativiser avec le yaourt. Et puis, l'eau, ça va, avec un peu de plantes, ça va, ok, d'accord. Par contre, tout le reste, chocolat, confiserie, les fruits, les céréales et les produits dérivés, d'accord. Donc, dans les céréales, en fait, moi, je mettrais plutôt la notion de féculents. Féculents sont des céréales, mais aussi des légumineuses et des légumes qui contiennent une partie glucidique, comme par exemple la patate douce ou encore la pomme de terre ou encore le topinambour. Certains produits laitiers et tout ce qui est jus de fruits, soda, etc. Alcool, évidemment. D'accord? Donc, 1, l'indice glycémique. 2, retenez, il y a ce que contient l'aliment en termes d'indice glycémique et ensuite, il y a la charge glycémique que vous avez dans votre assiette, c'est-à-dire la portion de glucides que vous mettez par aliment. D'accord? Donc, quand vous voyez votre assiette, en fait, elle va produire une charge glycémique qui est en fait l'indice glycémique de chaque aliment plus la portion que vous mangez. OK? Ça va? C'est clair pour vous? Je ne vous ai pas perdu? Ça va? OK. La charge glycémique, pareil, il y a un calcul qui se fait entre bas, modéré et élevé. OK? Donc, ce qui est intéressant, c'est essayer de repérer ça. On peut s'amuser. Vous allez voir, je vous montre un exemple. Simplement chez soi, à déjà un petit peu évaluer rien qu'en mange, ce qu'on mange, par défaut, de pouvoir déjà un peu se fixer des idées claires. Mais évidemment qu'on peut aussi aller beaucoup plus dans le détail, s'amuser à tout regarder dans le détail. Il y en a qui le font, et puis il y en a qui ont carrément des applis pour mesurer ça. D'accord? Je vais vous donner un exemple concret. L'orange. L'orange en soi, elle a un indice glycémique qui est moyen, qui est modéré, 52. Donc manger une orange, c'est OK. Pourquoi elle a un indice glycémique? C'est son indice glycémique, elle a de la fibre, elle a de la pulpe, etc. Donc manger une orange, c'est OK dans l'absolu. Par contre, si vous prenez un jus d'orange, l'orange que vous avez pressée, et souvent c'est peut-être plusieurs oranges, là, boum, vous prenez 12 grammes de sucre. Ça n'a plus du tout le même indice glycémique. Je vous explique pourquoi. Parce que vous n'avez pas la pulpe du fruit qui contient des fibres qui contrecarrent la partie glucidique de l'aliment. Vous me suivez? Donc, ne buvez pas. En fait, le jus de fruits pressé est un faux ami parce que, en fait, vous allez remonter la charge glycémique alors qu'en fait, il vaut mieux manger une orange pour 2 raisons. D'abord, 1, parce qu'il n'y a plus
il vaut mieux parce que vous avez la fibre, la partie fibreuse de l'aliment. Et 2, dans le jus de fruits, vous avez toujours le risque de mettre plus de quantité d'orange. OK? Donc ça, on ne le sait pas forcément. On pense bien faire avec un jus de fruits, mais en fait, c'est un faux ami. Vous avez des réactions? Mais moi, je me fais 2 jus d'orange tous les matins. Mais je les presse, je les mange pas. Mais je Oui. savais ce que tu l'as dit là, hein. Mais Oui. c'est plus long. Ouais, C'est plus long de la manger. Ouais, mais tu vas voir, on va continuer et je vais même te dire qu'il va falloir aller plus loin. Mais par contre, si j'ai un conseil à te donner, Yannick, si jamais tu as un souci de dégonfler, je sais pas, hein, voilà, honnêtement, moi je le placerai à un autre moment ton jus. Non, mais j'ai pas un souci de dégonfler, mais je reviens pas qu'avec tout le sucre que je mange, justement, je ne gonfle pas beaucoup par rapport à d'autres. Oui, Donc mais je me dis, voilà, donc maintenant j'ai bien compris, si ça tombe, je suis très malade, mais ça se voit pas. tu es en train de peut-être user ton terrain. Voilà. OK. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, ou je peux continuer? Ouais, Oui, Cathy. pour le citron, c'est pareil en fait, parce qu'on donne toutes les vertus du citron, le citron pressé le matin en tiède, mais c'est la même chose. ou pas Oui, alors le citron a un indice glycémique qui est quand même très bas, mais oui, c'est un peu la même chose, effectivement. Ouais. En fait, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le fruit, on a tout intérêt à le manger. Ouais. Voilà. Et qu'effectivement, il va avoir une question de quantité à la journée, on va le voir. Ok, merci. Donc, en fait, c'est aussi contre-productif quand on parle des bienfaits des smoothies qu'on fait maison. Alors, ça, c'est carrément le faux ami. D'accord, ok. Entre parenthèses, quand on fait des jus à l'extracteur, il faut toujours faire de l'extraction majoritairement de légumes et un tout petit peu de fruits, parce qu'en fait, vous perdez toute la fibre. D'accord, ok. Donc, quand tu mets de l'épinard avec du concombre, du citron, voilà, et qu'il y a un tout petit peu, tu vois, à la limite, tu prends le sucre de la carotte, tu vois, vaut mieux. Mais le jus à l'extracteur, c'est la même chose que le jus pressé, c'est qu'en fait, tu n'as plus de fibres. Donc, le smoothie, smoothie, c'est jus de pressé, smoothie, tout ça. Surtout, n'en prenez pas tous les jours, surtout pas. Et moi, j'ai des personnes que je connais dans mon entourage qui s'enthousiasmaient de prendre ça et qui me disent, mais je comprends pas, je grossis, tout ça, pourtant je bois plein de jus de fruits. Je dis, bah non, il ne faut pas. Voilà, c'est le faux ami. D'accord. Merci, intéressant. Ouais, je continue. Alors, les aliments cachés, il y a ça aussi. C'est qu'en fait, tout ce que je suis en train de vous dire progressivement, c'est que les glucides peuvent être cachés partout. Donc, il y a ce qu'on sait de l'aliment quand il est brut, son indice glycémique. On peut savoir quelle est sa portion parce qu'on a décidé de mettre d'une certaine quantité dans notre assiette, mais on a beaucoup de plats qui sont déjà préparés. Et c'est là aussi le problème de notre société avec cette épidémie dont je vous parle, c'est que évidemment tous les produits transformés ont énormément de sucre et on a des faux amis qui peuvent être des choses dont on pense que c'est OK, mais vous achetez une salade toute faite dans une station-service, c'est blindé de glucides. Les box pâtes, blindées de glucides, mais c'est pire que la pâte elle-même, on rajoute du sucre. Les soupes toutes faites, arrêtez, hein, c'est blindé de sucre aussi. Et puis ça nourrit pas de toute façon. Tout ce qui est plat préparé, surgelé, etc., tous les produits transformés, en fait, ont le problème d'être recomposés. Donc déjà, ils sont, entre guillemets, nous, on appelle ça des aliments morts, parce que nutritionnellement, ils n'ont plus de valeur, même si ils vous donnent une valeur protéines, lipides, glucides, etc., et calories. Et surtout, ils rajoutent du sucre et de l'additif. Donc, c'est pour ça qu'il y a un vrai fléau par rapport à l'alimentation ultra transformée et que ça concerne toutes les générations parce que le fait de manger rapidement, tous les trucs qui sont facilitants, en fait, on est en train de se blinder en sucre. Donc, en fait, on ne fait que vivre des pics de glycémie. À la boucherie, c'est pareil, on peut être surpris. Donc, c'est intéressant de discuter avec son boucher pour savoir comment les choses sont faites. Les viandes préparées, les charcuteries. Donc, entre parenthèses, que vous achetez en charcuterie toute faite en grande distrib, vous avez un fort taux de chance qu'il y ait beaucoup de glucides.
Donc, il vaut mieux aller chez son boucher et discuter, ou un bon traiteur qui travaille sa viande sur place, etc. Pour vous dire, indépendamment du glucide, moi, personnellement, la charcuterie, je fais très attention parce qu'on rajoute du gluten pour gonfler le produit et le conserver. Donc, il y a une industrialisation de l'alimentation qui peut être délétère, en fait. Et ça, on ne le sait pas forcément. Bon, les gâteaux industriels, je ne vais pas vous la faire, hein, c'est le jackpot. Et après, il y a les faux amis qu'on imagine sains. Tous les produits allégés, en fait, c'est pas sans sucre, hein. Vous avez du glucide dedans, clairement. Entre parenthèses, vous pouvez aller à la pharmacie acheter de la vitamine C, vérifier la composition, vous allez voir, il y a du sucre dedans aussi. Donc, lisez les étiquettes, hein. Le yaourt nature de vache, c'est un peu le faux ami parce qu'en fait, on pense bien faire, même le bio. Et en fait, c'est quand même chargé en sucre. Voilà. Le surimi, voilà, j'ai une personne qui m'a dit: oh là là, je vais arrêter surimi, je vais en faire moi-même parce que dommage. Voilà. Donc, il y a plein de faux amis. Donc, en fait, ce que je veux vous dire aussi, c'est que même si on pense bien manger et qu'on est en confiance avec ce qu'on nous dit dans les étiquettes, en fait, sans s'en rendre compte, on peut manger plus de sucre que ce qu'on imagine. C'est pour ça que c'est impossible aujourd'hui avec notre alimentation de manger 0 gramme de sucre. Ok, ça va? Alors, le paradoxe alimentaire, on va y venir, on va revenir sur le fruit. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que il y a deux éléments que vous devez comprendre. D'abord, j'ai mon fameux homme de l'époque qui, effectivement, a son système enzymatique qui n'a pas changé. Donc, on a une manière d'absorber les aliments et de le stocker, etc. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La deuxième chose, c'est qu'à l'époque, l'homme se nourrissait de ce que la nature lui donnait. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nature donnait des légumes, des racines, des graines, et globalement, c'était ça majoritairement notre alimentation. Quand on arrivait un peu à chasser, on avait de la viande, et quand on arrivait à pêcher, on avait un peu de poisson, mais pas tous les jours. Et la deuxième chose surtout, les fruits, c'est pas tous les jours, à toutes les saisons. C'est à certains moments, à certaines saisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on mange des fruits, on a tendance, en pensant bien faire, entre parenthèses, à se dire, c'est bien d'avoir un fruit tous les jours. Mais un fruit tous les jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mange un fruit tous les jours qui n'est pas forcément local de saison. Donc, ça veut dire qu'on va manger peut-être des bananes. Alors, les kiwis, on commence à en cultiver en France, etc. Mais le problème, c'est qu'on a énormément développé l'agriculture du fruit. Et donc, il y a deux phénomènes qui se présentent. C'est que, le fruit n'a plus du tout la même valeur nutritionnelle qu'avant. 2, on a même peut-être augmenté sa valeur glucidique. Et surtout, 3, en fait, nous avons tendance à avoir une habitude de consommation du fruit qui est devenue quotidienne, alors qu'en fait, ça vient créer le jackpot. N'oubliez pas, le fruit, c'est du fructose, beaucoup plus difficile à digérer pour le foie. Et le fructose est limite plus dangereux que le glucose. D'accord? On fait quoi des 5 fruits et légumes par jour qu'on nous rabâche? Quand on te dit 5 fruits et légumes par jour, c'est qu'en fait, ce serait 5 légumes. D'ailleurs, 5 légumes, ça peut être un légume, des graines, des noix, etc. Et un fruit, pas tous les jours. Ou en tout cas, pas plusieurs tous les jours. D'accord? Donc, je vais vous expliquer comment on peut gérer le fruit positivement. Mais retenez une chose, allez plutôt sur des fruits locaux de saison. Donc, dans notre pays, on n'en a pas toutes les saisons. Et c'est pas vrai qu'on l'a dans tous les pays. D'accord? Donc, concernant le fruit, il vaut mieux en manger un seul par jour déjà. Idéalement local de saison, vous l'avez compris. Et je vais vous donner le tips. Si vous mangez par exemple un fruit en collation, pour vous rebooster, ne le mangez pas seul. Et surtout, mangez d'abord un aliment qui est relevé en protéines. Par exemple, des noix, des amandes, des noix de cajou. Donc, quand vous avez besoin d'une collation qui vous rebooste parce que vous allez au sport ou vous attaquez une autre grosse réunion et la journée s'est déjà bien avancée, mangez d'abord des noix et après votre fruit, mais pas le fruit seul. Ok?
Si vous mangez le fruit seul, vous allez prendre la dose de glucides. Ah, et là, votre pic de glycémie. Et du coup, vous allez créer un terrain d'usure pour un peu que vous allez faire du sport ou encore remettre beaucoup d'énergie sur une réunion. Ben, en fait, vous allez mettre votre corps en contrainte. Vous allez le presser, vous allez le stresser. OK? Donc, ce qu'il faut retenir, on va le voir dans l'ordre de l'assiette. Manger d'abord des fibres et de la protéine avant de manger du glucide. Et dans le cas du fruit, c'est la même chose. Limite, manger de la salade, des amandes et le fruit après. C'est ça l'idée, d'accord? Donc, fibres, protéines en premier et le fruit après. Le glucide après. Retenez bien ça, d'accord? C'est ce qu'explique notamment la personne de Glucose Révolution. OK? Ça va? Je continue? Est-ce que tu as quand même des trucs bons qu'on a le droit de manger ou pas? Si, mais je t'ai dit, tu peux manger. Tu peux manger, te faire plaisir. Je te donne juste une conscience de la manière de le manger. Oui, d'accord. OK? Donc, l'histoire de manger le cru avant, ça peut être valable pour les fruits, les légumes, Les légumes. mais donc pas forcément pour les fruits. Ouais. Le fruit, Ouais, ok. le fruit, mets-le plutôt en dessert ou en collation, mais en ayant ton repas, bien manger d'abord fibres, protéines, et après tu mets ton dessert. Ouais. Ouais. Ou en collation, de bien manger, tu vois, par exemple, la technique des noix, c'est parfait, des noix, et après tu manges ton fruit. Ouais. D'accord. Mhm. OK. Cool. Ce que vous devez retenir aussi, et ça c'est très important, et ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, le diabète type 3, on l'appelle comme ça, et en fait, ils appellent Alzheimer parce qu'ils s'en rendent compte de ça. Ce qu'il faut bien retenir, et ça je le dis dans toutes mes conférences, et il y a eu une conférence sur le microbiote, il y a eu une conférence sur le cerveau, n'oubliez pas que votre intestin parle en permanence avec votre cerveau. Il se papote tout le temps. Et surtout, ça va de l'intestin vers le cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui se passe dans votre intestin en termes de problèmes de digestion, d'association de glucides et donc de pic de glycémie fait que vous êtes en train de foutre le bordel dans votre intestin, c'est-à-dire votre microbiote, vous êtes en train de perturber tout votre micro-organisme qui fait que cette perturbation va recommuniquer directement au cerveau qui va dérégler vos neurotransmetteurs. Donc, l'incidence d'une charge glycémique trop importante est notamment un élément majeur de neurodégénérescence et avant ça peut expliquer des états un peu de démotivation, de dépression, etc. Donc, n'oubliez pas que tout ce qui se passe dans votre intestin qui génère un terrain d'inflammation, qui perturbe le métabolisme, qui se passe au niveau du foie, va communiquer avec le cerveau. Okay, c'est ça l'intérêt de comprendre pourquoi on a intérêt à organiser un peu les choses dans le bon sens dans ce qu'on mange, parce que tout est lié et tout est en interaction. OK? Alors, comment agir pour être en forme tous les jours? Je vais vous donner un exemple quand j'accompagne les personnes. Vous voyez, cet exemple, il est très simple. J'ai demandé à la personne dans son carnet alimentaire personnalisé qu'elle fait pendant 7 jours minimum, en fait, de me noter dans la journée ce qu'elle mange, d'accord, du matin au soir. Et en fait, je me suis amusée de façon très basique, en pastilles couleur, de mettre en fait par rapport aux aliments qui sont indiqués, donc c'est du déclaratif, hein, on n'a pas la portion, mais au moins rien que comme ça, on peut se faire un petit repère feu rouge, feu vert. Eh bien, à gauche, les bulles, c'est l'indice glycémique, et à droite, c'est en fait la charge glycémique. Et donc, vous voyez que sur la journée, la personne, entre le rouge et le orange, est en train de vivre très certainement un grand nombre de pics d'aglycémie. D'accord? Donc, l'intérêt aussi, personnellement, c'est juste de prendre du recul en faisant cet exercice, de pouvoir repérer simplement, parce qu'on peut avoir l'information sur Internet sur l'indice glycémique des aliments, de déduire la charge glycémique parce qu'il y a une appli qui nous permet de la connaître, et puis de repérer basiquement sur une feuille déjà un peu ce qui se passe dans ce qu'on fait. Le fait de prendre conscience de nos gestes permet déjà d'évaluer, vous voyez, visuellement un petit peu la tendance dans laquelle on est. Et ça vaut le coup de se dire, en reprenant cette journée-là, comment on pourrait la recomposer différemment pour avoir une charge glycémique inférieure. Je ne dis pas qu'il faut tout changer, qu'il ne faut pas manger ce qu'on aime, mais en fait, c'est juste d'avoir conscience de la manière dont on mange
pour comprendre peut-être des phénomènes de douleur qu'on peut avoir, désagréables ou même des problèmes un peu plus embêtants. Le sommeil, par exemple. Votre sommeil ne peut pas être bon avec ça. C'est pas possible. OK? Question, remarque là-dessus? Et moi, je dois y aller. Merci, Caroline. Ciao, ciao. Je suis à un salon, je me suis libéré pour toi. Allez, bisous à tout le monde. Ciao. Ciao. Bye. Merci. Merci. OK? Donc ça, c'est un petit exercice qui est à la portée de chacun. Il suffit de savoir l'organiser. Donc, l'idée, c'est de pouvoir piloter son énergie par rapport à ce qu'on mange. D'accord? La notion de food booster que j'utilise dans mon accompagnement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premier truc, respecter la pyramide alimentaire. La pyramide alimentaire, c'est le fait de dire, proportionnellement, j'ai d'abord une base qui est, alors vous voyez le schéma d'ailleurs, il ne devrait pas mettre le fruit comme de façon basique, enfin il devrait mettre le fruit, mais comme je vous l'ai dit, mais d'abord de l'eau et des fibres. Après, on commence à mettre du glucide et de la protéine, d'accord? Donc ce qui est important, c'est de bien boire, de bien mettre des fibres, de mettre la protéine, et c'est comme ça qu'il faut l'organiser. C'est-à-dire que votre assiette, le dessin est pas bon parce qu'il y a des fruits dedans, je vous le change. Mais en fait, votre assiette, c'est 50% de végétal légumes auxquels vous rajoutez 25% de protéines et 25% de glucides. Le glucide incluant tous les aliments qui ont du glucide. Par exemple, céréales, légumineuses, le pain, la pâte, ok? Tout ce genre de choses. Donc 25%. Donc là, déjà, en respectant ces portions, vous êtes déjà sur un équilibrage qui fait qu'on évite, a priori, une charge glycémique. Et il faut le manger dans le sens suivant. Je mange d'abord les légumes. Par exemple, une salade verte. Et après, quand c'est chaud, je mange d'abord le légume qui est cuit et après, je mange la protéine, poisson, viande, œuf. D'accord? Ou légumineuse, si c'est la protéine végétale qui permet d'avoir la protéine. La légumineuse, elle est moins embêtante que le céréal parce qu'elle contient de la fibre. Par contre, le céréal qui est très souvent transformé, lui, il a un indice glycémique qui est beaucoup plus élevé et beaucoup plus rapide dans le sang. D'accord? C'est ça. Vous comprenez la différence? OK? C'est la notion de fibre qu'a l'aliment. Donc, on met en dernier le glucide. C'est pour ça que si vous voulez un fruit, vous le mettez en dernier, après avoir mangé la fibre et la protéine. D'accord? Ça va? OK. La cuisson a aussi une incidence. Pardon, vas-y. Oui, une petite question. Par exemple, souvent, moi, je prends un skyr avec des noix de cajou, etc. Plus, par exemple, ce matin, j'ai mis un kiwi. En fait, le kiwi, il aurait fallu que je le mange après, en fait. Ouais, il faut mettre le fruit le plus loin possible. D'accord, ok. Voilà. Okay. Et il faut surtout s'assurer d'avoir mangé de la fibre et de la protéine avant. Oui, ça, c'était ce que j'avais mangé avant. Donc, ouais. Ok. Ok, donc la cuisson, elle a une incidence importante parce que, en fait, en fonction du type de cuisson que vous avez, vous allez en fait augmenter l'indice glycémique et réduire la valeur nutritionnelle. Donc clairement, le cru, le vapeur, le à l'eau, c'est parfait. Ça fonctionne bien. Et dès que vous allez monter en fait en température, donc par exemple, si vous faites une cuisson à température basse, c'est OK. Mais par contre, dès que vous allez être sur des cuissons à température haute, vous allez dégrader l'aliment dans sa valeur nutritionnelle et vous allez changer son indice glycémique. Il faut bien en avoir conscience. Donc, par exemple, on calcule même l'IG d'un aliment cru ou cuit. D'accord? Donc, faites bien attention à la cuisson de vos aliments. Essayez de privilégier la vapeur à l'eau. Le rôti, c'est bien à température basse. Le bain-marie, vous pouvez le faire avec une casserole. Et après, dès qu'on va être dans le poêlé, ça va être compliqué. Alors, micro-ondes, surtout, faites pas de cuisiner avec le micro-ondes, mais pour vous connaître tous, ça m'étonnerait que vous fassiez. Voilà, et la friture, forcément, alors là, on est dans le jackpot de l'IG et le barbecue aussi. OK? Papillote, c'est pas terrible non plus. D'autant plus qu'il y a l'aluminium, donc ça peut être discutable. La fibre, on vient de l'aborder, d'accord? L'activité physique. Pour réguler son pic de glycémie, donc vous voyez, quand je vous ai montré tout à l'heure
la photo d'une journée d'une personne que j'accompagne, ok, elle a mangé comme ça. Mais limite, elle mange comme ça, elle sait qu'elle va avoir des pics de glycémie et que sa charge glycémique va être supérieure peut-être à une moyenne. Pas grave, activité physique. Mais donc rééquilibrer les calories que vous prenez. Donc pour éliminer, c'est pas éliminer, mais c'est en fait pour prendre le glucose qu'on a dans le sang, c'est l'activité physique qui va faire qu'on va pouvoir aller chercher ça. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas avec la journée d'alimentation qu'elle a eue, combien il faut d'activité physique pour éliminer. Si vous n'avez pas d'activité physique tous les jours, si votre corps tous les jours ne bouge pas, alors quand je dis bouger, c'est de l'exercice, c'est de la respiration, c'est le fait de marcher, etc. Je ne parle pas de sport intensif parce que ça, c'est encore un autre sujet. Ça peut même remonter l'indice glycémique. Parce que le stress est un facteur d'augmentation de la glycémie. Donc le stress émotionnel, mais aussi le stress qu'on peut faire subir à notre corps. Il ne faut pas l'oublier, ça. D'accord? Donc quand vous mettez le corps en stress, la glycémie monte aussi. Ça, c'est un autre facteur qu'il faut avoir en tête. Donc l'activité physique, c'est ce qui permet le régulateur de la glycémie. Le problème de notre société, pourquoi on parle d'épidémie? C'est parce que d'un côté, on mange trop de sucre et on est trop sédentaire. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des enfants qui très tôt peuvent avoir un diabète parce qu'ils ont hérité en fait d'un héritage d'un écosystème qui a été perturbé avant, même si on n'a pas repéré. Et pourquoi c'est intergénérationnel? Parce qu'une maman et son papa, quand ils vont en fait commencer à fabriquer l'enfant, ils sont déjà en train de communiquer tout leur héritage bactérien, microbiote. Donc aujourd'hui, il y a des effets en fait rebonds. On a des effets dominos. Donc des fois, on ne s'explique pas pourquoi un enfant va avoir un diabète alors qu'en fait, il y a des facteurs qui ont été créés sans le savoir. C'est caché en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour revenir sur l'activité physique, la charge glycémique est moins embêtante si vous avez une bonne activité physique régulière tous les jours, minimum 30 minutes. Et aller chercher une activité physique qui concilie faible et modéré. Donc faible et modéré, ça veut dire que vous avez deux éléments importants. C'est un, le fait que vous allez chercher de l'oxygénation et deux, un effort musculaire. Mais pas quelque chose qui vous met en douleur à un point que c'est pas gérable. Donc il faut faire travailler le cardio et le muscle. On fait travailler le cardio et le muscle et ça va venir chercher le sucre. Ok? C'est très basique ce que je vous dis, c'est logique, on le sait tous, mais c'est bien de se rappeler. Boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau. Vous le savez, je vous le répète 1000 fois, pour aussi contrecarrer un peu les pics glycémiques qu'on a, le fait de boire de l'eau correctement en fonction de son poids et de son activité et donc son niveau de stress est très important pour aussi aider à réduire les pics de glycémie. Activité physique, boire de l'eau, manger des fibres, manger des protéines avant. Ok? Retenez ça. Déjà avec ça, ça a moyen de rééquilibrer les choses. Évidemment, avoir un sommeil réparateur, c'est important. Mais on ne peut pas avoir un sommeil réparateur, on l'a vu la fois dernière, si on ne mange pas ce qu'il faut, si on ne respire pas correctement, c'est-à-dire qu'on est trop stressé et qu'on n'a pas l'activité physique. Mais à un moment donné, quand on concilie tout ça, si votre sommeil est réparateur, il va permettre que les choses se régulent. Le problème des gens qui ont des problèmes de sommeil, c'est que aussi ça, c'est provocateur d'entretien de charge glycémique. Donc, il y a deux facteurs qui viennent interférer, c'est le stress et le mauvais sommeil. Il faut l'avoir en tête aussi. Donc, voilà où on en est. On va bientôt terminer. Là, l'idée, c'est après de vous dire comment vous pouvez agir. J'ai une proposition à vous faire. Est-ce qu'il y a des questions et des remarques? Je vous ai mis KO avec mon sujet. Non, c'est très bien expliqué, Caroline. Merci, Sophie. Merci beaucoup. Est-ce que ça vous aide? Oui, beaucoup. Est-ce que vous avez appris des choses? Oui, moi je comprends mieux pourquoi j'avais faim au bout déjà dans le milieu de l'après-midi alors que je pensais manger équilibré, voilà, et que j'avais très vite faim. Ouais. Non. Ça va, Lydie? Ouais, non, on en a parlé il n'y a pas très longtemps.
Et en fait, maintenant, je mange de la salade avant n'importe quoi. Et en fait, au début, c'était vraiment particulier. Mais maintenant, j'ai pris l'habitude. J'ai mon petit récipient, j'ai ma petite sauce citron, huile d'olive que je me trimballe partout. Et en fait, ça passe. Et je varie les salades aussi. Donc, je fais de la mâche, je fais des épinards, je fais de la salade. Donc, voilà, je te dirai dans une semaine, 15 jours, 3 semaines. Bon, en tout cas, c'est un peu... Pour l'instant, ça m'amuse beaucoup. Ouais. Merci pour ce témoignage, c'est top. Marie-Jeanne, tu as levé la main? Oui, bonjour tout le monde, bravo, enfin ce que tu nous délivres, c'est top. Alors, on se rend compte qu'on a des clichés parce que moi j'avais toujours entendu dire qu'il fallait manger le fruit avant le repas et pas en dessert. Et puis aussi pour la salade, par exemple, que la salade, si on mangeait de la salade, même en début de repas, ça faisait gonfler. Alors, sur le premier point, sur le fruit, je veux dire, si tu l'as en collation, parce que c'est vrai que manger le fruit avant le repas, 1 heure et demie, au moment où on a un peu le petit coup de barre de 10h30, 11h, ça peut être intéressant parce que tu as la fibre du fruit, mais si tu rajoutes des amandes, c'est ça qu'il faut retenir en fait. Donc, pas forcément mettre le fruit en dessert, mais retenez le truc, c'est si vous mangez un fruit, mangez d'abord de la fibre et de la protéine avant. Donc, c'est pour ça que les noix sont intéressantes si vous pouvez les manger, parce qu'en fait, elles permettent d'avoir de la fibre et de la protéine. Oui. Voilà. Après, la salade qui fait gonfler, c'est parce qu'on te parle de l'alimentation crue. Oui. Mais en fait, une assiette en légumes, elle doit être crue et cuite, pas que crue. Si tu manges tous les jours cru, ça va être irritant, l'intestin n'est plus habitué à fonctionner comme ça. Donc, en fait, il faut avoir absolument du cru et du cuit. Par contre, comme disait Heidi, démarrer par une salade, récupérer de l'eau, de la fibre. Il y a un bricoleur dans les gens. Je sais pas, ça bricole, des minéraux et vitamines. Ça fait que, si tu veux, déjà, tu récupères de bons nutriments et après, tu manges tes autres légumes qui sont cuits à la vapeur, à l'eau, en bain-marie, voilà quoi. Et Henri Joyeux, il avait préconisé l'importance du goûter aussi à 17h, 16h, pour pas avoir les gens qui vont aux courses, après ils se jettent sur leur frigo quand ils arrivent du boulot, et c'est très mauvais, ils sont souvent énervés dans les bouchons, quand ils récupèrent leurs enfants. En fait, on a 4 pics d'hypoglycémie dans la journée, c'est-à-dire la nuit et la journée. Et on a effectivement le coup de barre 10h30, 11h et celui de 16h30, 17h. On a d'autant plus ces coups de barre que si on ne mange pas bien le matin, on ne mange pas suffisamment protéiné, ça c'est très important et suffisamment de fibres, tu as le coup de barre encore plus fort. Donc effectivement, le goûter honnêtement pour les enfants, pour nous, c'est intéressant, c'est important, surtout si on continue à faire des activités dans la journée, par exemple le sport, etc. Mais le goûter, encore une fois, c'est protéines, fibres, fruits. Donc, protéines, fibres, fruits. Ou protéines, fibres. Voilà. La tips que j'ai déjà donné, c'est la pomme de terre à l'eau. La pomme de terre à l'eau. En fait, tout ce qui est céréales type féculents type pomme de terre, riz, même les pâtes, en fait, ce qu'il faut, c'est les cuire la veille, al dente. D'accord ? Les pommes de terre à l'eau ou vapeur. Vous les faites refroidir dans votre frigo pendant 24 heures. Et vous les mangez le lendemain. Et là, on a créé un amidon résistant. Donc, du coup, l'indice glycémique, la charge glycémique n'est plus du tout la même. Là, ça devient intéressant de manger ces ingrédients pour leurs glucides parce qu'ils deviennent positifs, en fait. Donc, et le fait de cuire à l'eau, par exemple, une purée, de jeter l'eau, enfin pas une purée, mais des pommes de terre, ça ne leur enlève pas leurs sels minéraux, etc. Mais en fait, la cuisson à l'eau va permettre de remonter le bon amidon, en fait. Donc, non, et surtout, retenez ce tips de cuire, refroidir et manger le lendemain. Donc, vous pouvez faire le riz, les pommes de terre, les pâtes, le quinoa, comme ça. D'accord. Ok. J'ai vu qu'Estelle levait la main aussi, je crois. Merci. Ouais, merci pour tout ce que tu apportes. On est en train de déjeuner en même temps. Je peux te dire que tu fous le bordel à table. On ne sait pas si on doit prendre un dessert, si on reçoit. Bon, bref.
Et je voulais savoir, on a peut-être loupé cet épisode, quand est-ce que tu parles du verre d'eau chaude? Ah, le verre d'eau chaude. Oui, alors le verre d'eau chaude, de toute façon, vous pouvez garder ce tips-là, le verre d'eau chaude à jeun avant de démarrer sa journée parce que ça va vous aider, en fait, encore une fois, à purifier, à nettoyer. C'est thérapeutique. Donc, si jamais vous avez des pics de glycémie toute la journée, utilisez la tasse d'eau chaude pour vous soulager. Ça, c'est vraiment le tips général. Donc, je vais Effectivement. prendre du chocolat en dessert et après, je prends de l'eau chaude, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour te donner bonne conscience. Merci Caro. Merci. Pour terminer, je voulais vous dire, si vous avez envie de savoir comment être votre super-héros, parce que tout ça, c'est comment on se prend en main, je voulais partager avec vous une exclusivité. Je vais lancer une série d'ateliers. C'est un programme, c'est un mini-programme qui permet à chacun d'avoir son map Food Booster. C'est quelque chose que j'ai essayé, certaines l'ont déjà vécu, je les remercie pour ça. C'est un format très court, en 6 semaines, qui permet en fait de s'auto-diagnostiquer avec moi au travers de 4 ateliers et après un rendez-vous individuel. Et ça permet de savoir déjà où on en est, qu'est-ce qu'on veut améliorer et comment s'enclencher pour commencer à prendre un autre chemin. Donc, je lance ça aujourd'hui. Merci Pascal pour ton coup de main. C'est un mini-programme qui permet déjà de mettre le pied à l'étrier si ça vous intéresse. Donc, je suis à votre disposition pour ça. Voilà, donc si vous voulez prendre un autre chemin, vous pouvez repérer, je vous communiquerai l'info. Voilà, et j'ai envie de vous dire maintenant comment vous avez envie d'agir pour être en forme. Donc, je réponds à vos questions, remarques si vous en avez d'autres. Est-ce que ça a été intéressant pour vous? Très intéressant, Caroline. Merci. Super. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre comme action à l'issue de ça, à part Estelle, ou c'est le bordel pour son déjeuner? Quand tu manges un yaourt dans l'après-midi, donc du coup, on peut aussi mettre les noix et les amandes avant. Ouais, parce que le yaourt, je répète, Même le avant. yaourt, si tu veux, surtout le yaourt des vaches, même bio, il a quand même une charge glucidique importante. Donc, effectivement, mets des noix avant, c'est mieux, si tu peux. La formule Skyr peut être un peu moins chargée en sucre parce qu'ils vont charger la caséine, mais quand même, on rajoute un peu de sucre. Ah oui, j'ai un tips à vous donner, ça je l'avais évoqué avec Pascal dans son accompagnement. Les yaourts, vanille, parfum, fruits, tout ça, évitez. Alors oui, non, ça n'achète pas. Sans parler de l'additif en fonction de la qualité du produit. Donc ça, faites très très attention à ça. Et honnêtement, les produits allégés, même le Coca zéro, tout ça, il n'y a pas d'intérêt. Non. C'est vendu plus cher et il n'y a pas d'intérêt. Ouais, c'est tout à fait ça. Caro, est-ce que le café a un indice glycémique élevé? Non, le café en fait fait partie des ingrédients comme les plantes, la tisane, tout ça, où en fait tu peux boire de l'eau avec du café, avec du thé, etc. Voilà, donc pas de souci. Par contre, si tu me rajoutes un morceau de sucre, tu rajoutes 8 grammes de sucre. Ok, tu as répondu parfaitement à la question. Merci beaucoup. Ouais. Donc voilà, moi je peux rester encore quelques minutes si vous avez des questions, remarques, parce que on est bon, on est 13h32, donc on a tenu le timing. En tout cas, je suis à votre dispo si vous avez encore besoin. C'est un grand plaisir de partager ce sujet avec vous. Je vous avoue que ce sujet est quand même très large et très complexe quand même. Il mérite d'ailleurs, à mon avis, il méritera d'autres conférences, mais j'ai essayé de vous faire un condensé pour déjà dire ce qu'on peut faire immédiatement sans forcément se prendre la tête. C'était très pédagogue et c'était très très clair, et du coup un grand merci pour ça. Merci Estelle, merci beaucoup. Voilà, si vous avez d'autres questions, remarques, quand vous voulez. Et puis, si vous êtes intéressé par le MAP 360 Food Booster pour pouvoir commencer à vous diagnostiquer, je sais pas si j'ai mis mes coordonnées. Bon, voilà, oui, mes coordonnées là, je crois pas. Donc, voilà, mais sinon, je vous ferai suivre parce que j'ai vos coordonnées à tous. Alors, moi, j'ai constaté là, avec la tasse d'eau chaude que du coup, je suis moins constipée. Ouais. Alors, est-ce que c'est lié à la tasse d'eau chaude? Est-ce que en tous les cas, moi, je vais au sel que 1 à 2 fois la semaine, hein, donc c'est quand même. Et là, c'est quasi tous les 2 jours, voire hier matin, ce matin. Donc, pour moi, c'est un succès, quoi.
Super. Alors, je pense que tout est multifacteur, faut être honnête. Oui, il n'y a pas que la tasse d'eau chaude, certainement. Ouais. Et je pense qu'en fait, depuis qu'on échange ensemble, puisque tu as vécu le MAP 360 Food Booster, en fait, tu as fait partie des bêtas, c'est que je pense qu'en fait, tu commences à créer des associations qui fonctionnent bien et du coup, ton corps se détend. Donc, effectivement, tu fais plus attention à l'équilibrage alimentaire, c'est ce que tu disais tout à l'heure. La tasse d'eau chaude est quand même très vertueuse, elle aide beaucoup, mais elle permet de détendre aussi. Et puis, de toute façon, la constipation, c'est vraiment une expression de l'intestin où il dit, là, je suis en surcharge, là, donc je fais ce que je peux, mais à un moment donné, ça ne peut pas le faire, quoi. Et c'est vraiment pas bon de rester dans des situations comme ça. Et je rajouterais, Caroline, les cures de pollen frais pour les déséquilibres intestinaux, que ce soit constipation, diarrhée, etc. Voilà, c'était ma petite pause abeille. Oui, mais ce que tu dis, Marie-Jeanne, c'est qu'effectivement, à un moment donné, ça devient intéressant de regarder des compléments naturels qui peuvent en fait rééquilibrer. Donc, il y a les vertus du miel, il y a la vertu de l'aloe vera, il y a la vertu de compléments alimentaires. Mais je pense que le premier élément important, c'est déjà de comprendre comment rééquilibrer les choses dans la base. Son alimentation. Et après, bien comprendre ce dont on a besoin. Mais merci pour le tips, Marie-Jeanne, c'est très intéressant de le savoir. D'ailleurs, les trésors de la ruche, que ce soit miel, pollen, ne sont pas des compléments alimentaires, ce sont des véritables aliments. Oui, c'est pour ça qu'on va faire une conférence ensemble, Marie-Jeanne, parce que je pense qu'il faut qu'on apprenne à connaître tout ça à tout le monde. Et moi, je voulais intervenir sur les éléments de la ruche. Ouais. Parce que moi, j'ai une maladie neurologique. Et mon neurologue me dit surtout pas consommer ça. Donc, vraiment, c'est à manier aussi avec précaution en fonction d'éventuelles pathologies, quoi. Mais merci de le dire, Heidi, parce qu'effectivement, alors aujourd'hui, on est dans une société paradoxale parce qu'effectivement, on sent bien tous que d'abord, on a envie de bien vivre et longtemps, c'est l'enjeu de la longévité, qu'on a beaucoup de choses à notre portée, qu'on n'est pas forcément bien guidé. Parfois, on peut être un peu en difficulté. Mais effectivement, il y a aussi nos cas personnels. Et donc, tout ce qui concerne complément, tout ce qui est le fait de s'auto-alimenter en se renseignant, effectivement, il faut faire attention. Moi, par exemple, j'ai fait une expérimentation sur le safran. Le safran, pour des personnes qui sont en antidépresseurs et qui ont la bipolarité, c'est pareil, il faut éviter de le prendre. Et là, on est vraiment sur des spécificités. Donc, merci pour cette info parce que c'est toujours important de le savoir. Oui. Il est 37, donc… moi, je vous laisse. Merci Caroline. Merci beaucoup. Merci à vous. S'il y a d'autres questions, merci Aurore, merci beaucoup pour ces encouragements. Voilà, Vanessa, c'est ta première. J'espère que ça t'a plu. Ouais, c'était super. Ouais. C'était vraiment super sympa.